Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 20 novembre 2015, il est 20h51 et je déclare cette séance du conseil municipal ouverte. Je vais procéder à l'appel. Marcel Oulès, présent. Pierrette Munier. Présente. Grégory Ateba. Présent. Caroline Dumont. Présente. Ali Bouchama. Présent. Fabienne Gilliot. Présente. Toufik Hamdi. Présent. Martine Bernada. Présente. Bertrand Carlin, pouvoir Marcel Oulès. Pour info, il est aux urgences pour un problème de santé. Pas grave, je pense. Lina Trac. Présente. Gilles d'Auvergne. Pouvoir. Ali Bouchama. Myriam Alalaoui. Présent. Eddie Popote. Présent. Eline Orlaville. Présente. Thierry Rochette. Pouvoir Grégory Ateba. Georges Pambou. Présent. Christian Jaillet. Présent. Gaël Bouvier. Pouvoir Christian Jaillet. Pierre-Marie Soulis, absent. Comme nous le faisons en début de chaque séance, je vais demander un volontaire ou une volontaire pour être secrétaire de séance. Y a-t-il une candidate ou un candidat pour faire ce poste? Je l'ai fait juste avant. D'accord, un candidat ou une candidate? Allez. Ali, bon, merci déjà. Ali Bouchama, c'est pas compliqué. Non, il n'y a pas de souci. Comment je prends dans l'ordre du tableau? Pierrette et moi, nous sommes déjà passés, donc c'est bon. Je vous... Ah oui, non. Avec vos dossiers, vous avez eu les procès-verbaux des séances des conseils municipaux des vendredis 19 juin et samedi 26 septembre. Y a-t-il des remarques à faire ou des questions à poser sur le contenu de ces procès-verbaux? Je vais commencer par le 19 d'abord, si vous voulez bien, on va les faire l'un après l'autre. Celui du vendredi 19, avez-vous des remarques ou des questions à poser? Alors sur le compte rendu, vous avez sans doute lu que M. Soulis demandait à ce qu'on lui transmette le coût de la restauration scolaire pour l'année 2014. Donc, par mail, donc je me suis dit qu'après tout, ça pouvait intéresser tout le monde. Et il n'y a pas plusieurs niveaux d'information, donc je vous l'ai fait et je vous l'ai distribué ce soir. C'est à une réponse qu'avait posée M. Soulis lors du conseil municipal du 19 juin. Quand on a La voté les question, c'est de tarifs. demander, quand on a voté les tarifs, demander le coût réel d'un repas à la commune. Donc, pendant que ce document circule, y a-t-il des questions ou des remarques à ce procès verbal? Non, donc je propose qu'on passe au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Le deuxième procès verbal concerne le conseil municipal exceptionnel, qui était exceptionnel celui-là, du samedi 26 septembre 2015. Y a-t-il des remarques ou des questions? Bien. Donc on va passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous fais passer aussi le procès verbal à signer. Donc il y a sur le document, il y a ceux qui ne doivent pas signer, qui étaient absents ce jour-là. Donc vous en avez deux à signer. Nous passons à l'ordre du jour proprement dit. Le premier point est un point de questions finances. D'ailleurs, les trois points qui concernent la commune aujourd'hui sont des problèmes de finances ou de contrat. Donc, décision modificative numéro 2 2015. Donc je vais tout de suite passer la parole à Pierrette, qui va nous faire nous expliquer
Alors, concernant cette décision modificative. la décision modificative, elle concerne donc, le chapitre 11. Là, c'est juste un transfert d'un compte à un autre. Il y avait sans doute eu une mauvaise, il y a eu une mauvaise attribution au niveau du budget, à la saisie du budget. Il faut enlever 100 000 euros au compte 61 521 qui est l'entretien de terrain. Nous avons juste le terrain de foot. Et au 61 523 voies et réseaux, c'est là qu'on va rajouter, c'est tout l'entretien des espaces verts, les bords, les tailles des haies, etc. Ensuite, le principal chapitre concerné, c'est le chapitre 12, les charges de personnel. Alors, plusieurs raisons à ça. Il nous manque de l'argent pour finir de payer le personnel au mois de décembre. Donc, je vous cite les principales raisons de ce manque de crédit. Alors, nous avons recruté un DGS au 1er juillet au lieu du 1er septembre. Lors du vote du budget, on avait dit qu'il était prévu, mais il était prévu à partir du mois de septembre. Ensuite, la comptable est partie. Elle a été remplacée, certes, par une personne qui était déjà sur place, mais qui s'occupait de l'enfance. Cette personne est passée à la comptabilité et on a recruté quelqu'un pour l'enfance. Ensuite, le nombre d'agents ayant aussi augmenté, nous avons finalement recruté un agent RH pour gérer tout ce qui est le personnel, parce que ça devenait très très lourd pour la personne qui faisait la compta. Elle finissait par ou ne pas faire la compta ou ne pas faire le personnel, tellement c'est important. Surtout cette année, il y a eu des reconstitutions de carrière, il y a eu des dossiers sensibles à traiter suite à des décès. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. En plus, on travaille avec des services extérieurs, de retraite ou autres, et bon, on ne les a pas toujours comme on veut, il faut y revenir, enfin, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'était pas prévu au budget, ça, et donc on a recruté un agent RH à partir du mois d'octobre. Ensuite, on a dû recruter des emplois d'avenir pour le centre de loisirs, vu aussi à l'augmentation du nombre d'enfants. Il y a eu beaucoup de congés maladie, donc on a dû prendre des vacataires pour remplacer les gens qui sont malades. Certes, on est remboursé par l'assurance, mais ce n'est pas sur ce compte et c'est pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Des vacations. Oui, on a eu des problèmes, comme vous savez, d'informatique très importants qui nous ont bloqué la facturation pendant plusieurs mois. Il a fallu rattraper ensuite. Et ça se fait. Il a fallu le faire sur un espace court et payer des heures supplémentaires au personnel. C'est pas... Alors quand je parle des heures supplémentaires, c'est jamais les mêmes services, hein, parce que c'est quand même cadré et c'est pas plus de 25 heures par mois les heures sup. Qu'est-ce qu'il y a encore pour l'informatique? Avec tous ces manquements à plusieurs périodes, on avait jusqu'au recrutement de ce RH et de notre DG, on avait recours à une personne du centre de gestion pour les remplacements, une itinérante. Et de juillet à octobre, cette personne, au lieu de venir une fois par semaine, a dû venir 2 fois par semaine. Elle est payée à l'heure et donc ça fait quand même un coût. Bon, revalorisation des carrières, les changements d'échelon, voilà, tout ça fait que quand la masse des titulaires ou des non-titulaires augmente, le salaire principal derrière, les charges suivent. Hein. C'est pour ça que vous avez tout un tas de comptes qu'il faut réajuster aussi. Voilà. On aurait préféré ne pas avoir, parce que du coup, on a dû réduire le transfert du fonctionnement vers l'investissement. Du coup, on a dû réduire nos investissements. Voilà. C'est pour ça que sur la fin de la décision modificative, vous avez diminution des recettes d'investissement et, bien sûr, des dépenses d'investissement. Les 83 500 €, c'est dans le cadre de l'agrandissement des écoles. Les PAMAR nous participent à hauteur de 80% au
paiement de cet agrandissement et c'est le premier versement qui était prévu en 2015 et qui nous est versé. Mais qui va servir à payer la première facture de création... Mobile création. Modulaire création. Module création, oui, pardon. C'est Module. Voilà. Donc on le rajoute en recettes et en dépenses. C'est-à-dire qu'on a eu pas mal de changements dans le personnel cette année, Une notamment dans les restructuration. premières restructurations. Le départ de Nathalie Garnotel qui assurait à la fois la comptabilité et les ressources humaines et qui, comme le disait Pierrette dans la présentation des comptes, ne pouvait plus cumuler ces deux fonctions. À la fin, les ressources humaines lui prenaient presque plus le temps que la compta. Donc nous avons anticipé ce qu'on voulait faire sur les budgets, notamment en 2016. C'est-à-dire on a recruté un DGS, directeur général des services, et une personne aux ressources humaines au mois d'octobre, puisque Thomas Moindreau, on ne pouvait pas continuer à assurer comme ça jusqu'à la fin de l'année la mission des ressources humaines. C'était des emplois qu'on aurait voulu recruter l'année prochaine, mais les circonstances ont fait qu'on était obligé d'avancer dans ces recrutements. Bon, il y a un remplacement, celui de Nathalie Garnotel par rapport à Thomas, et le recrutement de Séverine pour les RH. Donc voilà. Donc ça, c'était un poste qui n'était pas prévu, ce poste-là. En début d'année, quand on a fait le budget primitif. Donc vous avez aussi une forte augmentation à l'assurance du personnel, bien sûr. Ça, c'est dû... Alors, l'assurance du personnel, comment ça fonctionne? On paye une partie en fonction de l'année précédente. Le premier appel de fonds pour l'assurance du personnel est calculé en fonction de l'année précédente, qui avait déjà eu une augmentation d'arrêt maladie, de décès, enfin on n'est pour rien, mais c'est comme ça. Et donc après, la deuxième partie qu'on va payer là, c'est un réajustement sur l'année 2015. Et donc on a aussi une augmentation De la prime. de la prime. On a eu des congés de maternité aussi. Oui, c'est pour ça, tout ça Congés de c'est... maternité, voilà. congés de longue maladie. Voilà. Et un décès, donc c'est vrai que ce sont des événements qui viennent modifier les comptes. De toute façon, pour l'assurance du personnel, maintenant c'est ou ça ou on vous assure pas. C'est pas compliqué. Vous acceptez ce qu'on vous demande, pratiquement, ou vous irez voir ailleurs. Mais on va voir plus loin, justement. Puisqu'on en est Alors, au rayon personnel, je dirais que la semaine prochaine, lundi, nous allons faire le point sur les 3 emplois d'avenir que nous avons recrutés il y a 3 ans. On leur contrat de 3 ans à terme, au 7 janvier de l'année prochaine. Donc tout au long de ces 3 ans, il y a eu des entretiens réguliers pour le suivi de leur travail, leur vise à l'évolution de leurs compétences. Ils ont suivi des formations. Donc nous leur aurons proposé de les maintenir, donc de les stagiairiser, de les faire rentrer dans la fonction publique territoriale à la date anniversaire de leur fin de contrat, c'est-à-dire le mois de janvier de l'année prochaine. On leur a proposé, les 3 concernés ont accepté, donc on les stagiairisera au mois de janvier 2016. Pour les autres qui sont en cours de leur formation, il y aura 2 contrats qui sont en bout de 2 ans, on les renouvelle sur une 3e année aussi. Notre politique était, quand on a recruté ces jeunes, c'était que ça débouche sur un emploi pérenne pour eux. Bien entendu, il fallait qu'ils montrent la volonté de vouloir travailler, la compétence. Ils l'ont montré. Quand il a fallu, en cours de ces 3 ans, on est intervenu pour les recadrer, pour leur dire où ça n'allait pas. On le fait ça aussi en collaboration avec la mission locale. C'est par la mission locale qu'on recrute ces emplois d'avenir. Donc il y a un suivi quand même assez précis de ces emplois. Donc nous, notre volonté était de pouvoir les pérenniser
vu qu'ils ont donné satisfaction et qu'ils émettent la volonté de vouloir poursuivre la fonction publique territoriale. Donc on les stagiairisera à partir du mois de janvier. Donc ils sont stagiaires pendant un an, et si bien entendu au cours de cette année ils donnent satisfaction, et que dans un an, quand on les recevra à nouveau pour faire le point, s'ils veulent rester en fonction publique, on les titularisera à ce moment-là. Voilà. C'est une politique qui nous a permis de renforcer des services, et heureusement, parce que ça aurait été compliqué autrement. Et sur ces trois années qu'ont duré les emplois d'avenir, on a reçu une participation de l'État, certes qui diminuait tous les ans, parce que en fonction de la première année, c'était combien, 70%, quelque chose comme ça. Là, on a touché en tout, dans les 5 000 euros. Ah, pour les trois, Les 3. par mois. Oui. Voilà. Donc voilà, ce que je voulais dire aussi sur le personnel, il y a eu beaucoup d'évolutions cette année. Il est normal aussi que la commune grandissant, les demandes des administrés étant plus importantes, il faut étoffer les services pour pouvoir répondre à la demande qui est faite. Je dirais étoffé et spécialisé. Étoffé et spécialisé. Pour la comptabilité, bien sûr, on avait un agent en interne qui assurait déjà ce service-là auprès du CCAS et de la Caisse des écoles, et qui en même temps assurait la gestion des affaires scolaires. Donc, comme elle a montré qu'elle avait des capacités pour faire la comptabilité, on lui a proposé le poste, elle l'a accepté, et donc on n'a pas eu à recruter un comptable. C'est pour ça qu'on a ensuite, je dirais, comme des Pierrettes, professionnalisé les services en recrutant un DGS et un spécialiste des ressources humaines. Avez-vous des questions ou des remarques? Oui, remarque, en fait, j'ai pas eu le temps de faire le calcul, mais je voudrais savoir, ça représente combien les 125 000 par rapport Pardon. les 125 000 euros. Enfin, l'augmentation en fonctionnement, c'est une augmentation qui va intervenir chaque année, je suppose. Enfin, c'est 25 000 qui interviennent cette année, qui en fait... L'année prochaine, voilà. Ils seront dans le charge de personnel, ça c'est sûr. Non, mais justement, c'est la première fois, mais... Exactement, oui, c'est ce que je voulais faire observer, justement. Donc ça veut dire que là, c'est une augmentation de combien de pourcents par rapport aux dépenses habituelles sur le budget. Enfin, c'est pour avoir une idée sur le volume que ça représente. Si c'est 5%, sur 10%... 1 570 000, on l'avait mis au chapitre 12. Voilà. Je n'ai pas fait le pourcentage. Mais si c'est 125 000 sur 1970, ça fait en gros 10%. Voilà. Sur le chapitre, d'accord, voilà, donc ça veut dire sur le chapitre 12. Chapitre 12. Voilà. D'accord. Oui, chapitre 12 en fait, c'est les dépenses de... C'est vrai que c'est gros, je ne le pardon. cacherai pas, c'est important. Oui, parce que c'est pour ça que je pose la question, c'est 125 000. On n'avait pas le choix. Oui, tout à fait. Après, je comprends les explications par rapport à la nécessité de mieux organiser évidemment le fonctionnement de Parce la que commune. du coup, on a diminué notre investissement. Voilà, mais bon, voilà. Donc je pense que c'est quand même important de dire que ça c'est 10%. Je ferai le pourcentage voilà. exact. Voilà, c'est quand même assez... Là, je vous donne une grosso modo, mais je le ferai exactement avec voilà. dans le canton de Pi ou autre. Après, ce que je voulais dire, je comprends, il y a une nécessité, mais en même temps, si vous voulez, c'est dire également... Enfin, il y a de la bonne dépense et de la mauvaise dépense. Donc, une dépense de fonctionnement, c'est une dépense qui est récurrente. Donc, moi, je l'analyse comme une mauvaise dépense. Là, par rapport à cette décision notificative, je vois qu'on prend une partie sur l'investissement. Sur l'investissement. Sur l'investissement, voilà, c'est ça, parce qu'on joue sur le 0,23 a priori. Sur le 23, sur le 23-13, sur les constructions. Voilà, exactement, voilà. Donc, on sera obligé de... Voilà, mais donc c'est on avait une petite réserve sur ce compte-là, qui s'étiole entre les 50 000 euros de la DGF sur la première VM. Ce que je voulais dire aussi, et celle-là, c'est sûr. Ce que je voulais dire aussi, c'est vrai qu'il faut être très très attentif, parce que là, on voit bien qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été prévues. Okay. Donc, on mâcherait évidemment les dépenses dans les absences. Le fait de prendre des vacataires. Oui, ça je ne dirais pas qu'ils n'ont pas été prévus, qu'ils n'étaient pas prévisibles. Qui n'étaient pas prévisibles, justement. Voilà. Donc, c'est différent. Ce que je voulais dire, c'est simplement attirer l'attention sur le fait que il faut évidemment être très très attentif aux dépenses de fonctionnement, enfin aux dépenses de façon générale, parce qu'il y a des imprévus.
Ok, donc voilà. Donc, il faut C'est pour être- ça que, quand même, par précaution, on avait une somme importante qui passait du fonctionnement à l'investissement. J'aurais pu d'entrée dire, ben voilà, je rajoute 100 000 euros ou 200 000 euros au chapitre 12 et j'en passe moins. Bon, D'accord. au jour J qu'on a voté le budget, il était sincère. Évidemment, non, mais Alors que si j'avais gonflé les charges de personnel, voilà, c'était la sincérité donc voilà. Ok. Et par ailleurs, sur le plan formel, la deuxième page, là, diminution des recettes d'investissement, je ne comprends pas très bien. Ça, c'est pour info, c'est sur le total de l'investissement. L'ADM, elle s'arrête au-dessus, mais c'était pour vous, pour une info. Mais c'est une information. Oui. D'accord. Ben, le total de l'investissement, il diminue. Non, mais parce que si vous voulez, le 23... Sur le budget, Oui, oui. le total, il diminue de 42 190 euros. Alors, je sais pas, il devait être de 1 million en quelques. Non, mais ce que je voulais savoir, quel est l'équilibre là, d'investissement? En partie investissement, là, section d'investissement, je voulais Eh savoir... ben, c'est 125 690. D'accord. Donc, en fait... Enfin, vous l'équilibrez comment le budget? Parce que si vous voulez... Parce qu'on a les 83 500 euros de l'EPAMARN en recettes. Alors, en investissement, en total, recette, on a combien? Ah oui, Oui, il me manque un... Oui, je comprends. voilà, enfin, Oui, il faut que je la corrige parce que... Je sais pas, je comprends pas. Il y a quelque chose qui m'échappe. Voilà. Recettes et dépenses. Oui, non, mais en recette, on a combien? Enfin, en investissement, en recette, on a combien? En recettes, on a, On- 42, on a 83 500 Oui. qu'on rajoute au 13,26. Où il y a déjà 100 et quelques mille euros. Non, enfin bon. Et j'y enlève 125 690. Donc Non, mais vous savez, quand vous votez votre... si je prends l'exemple du budget primitif, le budget qu'on a voté en début d'année. je ferai une ligne avec le total du budget dépenses et d'investissement et Voilà, total oui, pour recettes. la lecture, parce qu'en fait, si vous voulez, on ne comprend pas là. Oui. On ne sait pas si... Je comprends ce que vous voulez dire. C'est un projet Enfin, c'est de... pas très clair. C'est un Non, projet mais de c'est un délibération. projet de délibération. Après, il y a la... On est là pour l'améliorer. Voilà, on l'améliorera après, justement, Moi, je après comprends les ce que vous discussions. Non, mais c'est pour la compréhension, parce Oui, que oui, je oui. ne sais pas si... Non, vous avez raison. Je sais ce que vous voulez dire. Voilà. Il me faut la ligne, total des dépenses et total des recettes. Voilà. Je vois que si vous voulez en fonctionnement, c'est clair. On voit le total des Au chapitre 12, on voit 125 000. Ouais. c'est équilibré. On voit le même montant. Voilà, mais de Alors, l'autre côté, c'est compliqué. donc, ça Là, on perturbe voit où un on peu. prend et on voit où on met. Exactement, voilà. Donc il y a un équilibre, il y a... Je Voilà, rajouterai donc, la ligne, là, c'est compliqué, parce que j'en rajoute et j'en enlève. Même compte. C'est une écriture aussi. Voilà. Je rappelle Alors- aussi que bon, les décisions modificatives, quand elles interviennent, ne modifient pas la nature du vote. Si là, elle modifie. Non, mais dans la somme qu'on a votée au départ. Si là, en investissement, on Premier diminue. investissement, d'accord. On diminue notre investissement. C'est pour ça que je l'ai mis. Voilà. Pour en mettre. Et de l'autre côté, c'est pas très... Parce qu'au chapitre, autant c'est facile au 0,21, on enlève 125 690. Au chapitre 23,13, je rajoute 83 500 euros de dépenses. Oui, parce que Vous voyez, et puis j'enlève 125 690. voilà, oui, Donc, en investissement, au départ, vous enlevez donc 125 690, vous enlevez, oui, donc ça veut dire que c'est une recette que vous enlevez, c'est bien ça, diminution des crédits. oui, diminution Voilà, des donc crédits. donc ça veut dire qu'il faut également baisser une recette une dépense d'investissement. Quelle est la dépense qui baisse là? Eh ben c'est là, C'est là 23,13, où c'est- diminution de crédit 125 690. On diminue ce qu'on devait transférer. Au 23,13, j'enlève 125 690 et j'y rajoute 83 500. C'est ça, c'est là où c'est. Ah oui, évidemment, Ah parce oui, que c'est là, Là où il manque la ligne, ce que disait. oui, évidemment, on enlève, Non, je croyais que je ne l'avais pas mis, mais Voilà, je l'ai mis en fait. voilà, la question c'était la dépense à laquelle vous renoncez en fait, c'était ça la question. C'est pour ça que diminution des recettes 82 190 et diminution des dépenses 42 190. Vous l'avez là l'équilibre. C'est pas parce que je ne l'ai pas présenté en colonne. Ouais.
c'est tout. D'accord, donc le 23... Ce qu'il faut interpréter, c'est Lié, les 42 000. lié. D'accord. C'est les 42 000. C'est les 42 000. Parce qu'au 23-13, j'y enlève de l'argent et j'en rajoute. Voilà, c'est ça qui n'est pas clair. Voilà. Bah oui, mais c'est comme ça. Ah bon? Bah oui, parce que les 83 500, c'est ma facture que je vais payer, qui n'était pas prévue au départ. Pour les extensions. On n'avait mis au budget que des études. Donc, c'est pour ça que... Voilà. Mais c'est les 42 190, ils sont équilibrés en recettes et en dépenses. Voilà. Donc, rien à modifier. D'autres questions? Bien, je propose que nous passions au vote. Qui serait contre cette décision modificative? Qui s'abstiendrait? Gaël. Christian Jaillet, Gaël Bouvier. Qui est pour? Merci. Deuxième point à l'ordre du jour, contrat d'assurance et risques statutaires du personnel territorial. Alors, comme on vient de le voir justement dans la décision de ce nous venons de prendre concernant la décision modificative, on a beaucoup parlé d'agents en maladie, en congé de maternité, pour certains en accident du travail aussi, ou en décès. Donc on a une assurance qui couvre ce qu'on appelle ces risques statutaires et qui est actuellement à la CMACL. Le centre de gestion de Seine-et-Marne a proposé à l'ensemble des communes du département, notamment les plus petites, de lancer un appel d'offres auprès de la compagnie d'assurance pour justement couvrir ces risques statutaires. Donc le centre de gestion demande aux communes qui souhaiteraient passer cette convention à la centre de gestion, donc de se déterminer par délibération. On donne par la convention le mandat au centre de gestion à lancer l'appel d'offres. Quand l'appel d'offres sera passé, qu'ils auront étudié les offres, ils transmettront les propositions aux communes, libres à elles d'accepter ou pas le contrat proposé par le centre de gestion. L'intérêt du regroupement des communes auprès du centre de gestion, c'est que ça peut faire diminuer le prix des redevances que nous aurons à payer, le prix des primes d'assurance que nous aurons à payer. Nous l'avons fait par le passé déjà, souscrire la convention avec le centre de gestion, mais les résultats étaient moins intéressants pour la commune par rapport au contrat que nous avions à l'époque avec la CMACL. Donc nous avions en fin de compte décliné l'offre et d'autres communes l'ont fait aussi. Donc je vous propose, si vous en êtes d'accord, que nous repassions cette convention avec le centre de gestion pour lui donner mandat pour lancer un appel d'offres pour les assurances et risques statutaires du personnel. Et quand les propositions nous parviendront, nous nous prononcerons en conseil si nous donnons suite ou pas. Je précise que tout cet appel d'offres, cette procédure se déroulera tout au long de l'année 2016 et que le nouveau contrat d'assurance pourra être validé, mettre en activité à partir du 1er janvier 2017. Donc c'était l'objet du projet de délibération qu'on vous a proposé. Il y a juste un petit oubli dans l'article 1er, là où il y a les croix à mettre en bas. Les agents titulaires, stagiaires, non titulaires affiliés à l'Incantec tout risque. Et aussi il y a les agents titulaires, il faut mettre une croix. Donc il y aura dans la délibération que l'on verra au contrôle de légalité, il y aura une croix dans cette case. Les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL. Parce qu'il y a deux régimes de retraite. Voilà. Voilà. Donc l'article 2 précise, charge le centre de gestion de Seine-et-Marne de l'assister dans les actes d'exécution du présent marché, une fois celui-ci souscrit. Voilà.
comment. C'est Donc voilà. Alors, je vous rappelle, par le passé, quand le centre de gestion nous avait proposé l'assureur, on a regardé les primes d'abord à payer et ensuite la couverture que ça représentait. On a jugé que c'était moins intéressant que notre assureur, qui est la CMACF, qui nous assure maintenant depuis pas mal d'années quand même, Pierrette, je crois. Alors on était chez Grâce Savoie, et Grâce Savoie on l'avait abandonné parce que c'était pas intéressant. Et donc la CMACL est très réactive en plus, hein, quand on envoie des dossiers, ils nous remboursent, je dirais, assez rapidement. assez rapidement. Voilà. Avez-vous des questions ou des remarques? Oui, juste par rapport à l'IRCANTEC ou la CNACL, oui. quel est le nombre de, on a le nombre de nos agents qui sont affiliés à tel ou tel? Les noms titulaires sont C'est les noms titulaires sur... Vous avez la réponse? Mais on n'a J'ai pas la proportion, mais pardon, sur le nombre de postes statutaires, on a 44 postes, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est sur ceux qui sont sur la CNRACL. Ouais. Et la proportion, après, elle varie en fonction des vacataires, des saisonniers. D'accord, ok, c'est le cas. En tout cas, on n'a pas de titulaire au régime général. Les titulaires IRCANTEC, on n'en a pas, ceux-là. Ce sera des gens qui feraient moins de 28 heures par semaine. C'est que, par exemple, les problèmes musique. Y a-t-il des questions? Donc je vous propose que nous passions au vote. Qui serait contre que je signe cette convention avec le centre de gestion pour leur donner mandat pour lancer un appel d'offres que prendrait, je crois qu'il y a 350 ou 360 communes qui vont répondre favorablement d'après les chiffres donnés par le centre de gestion. Sur 528, c'est pas mal. Donc qui serait contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Le point suivant, participation financière de la commune de Chanteloup-en-Brie au CLIS de Chessy pour l'année scolaire 2015-2016. Alors les CLIS, ce sont des classes d'interrogation, d'intégration scolaire. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui donc ont besoin de cours spéciaux ou dans des classes spécialisées que donc nous n'avons pas, nous, à Chanteloup. Et donc certaines communes à côté, Lagny, nous avons aussi des conventions avec Lagny, et là, Chessy, c'est la première année sur Chessy, donc qui accueillent ces enfants des autres communes, moyennant bien entendu une participation financière annuelle, qui est évaluée à 835 € pour l'année scolaire 2015-2016. Voilà. Donc c'est une convention que l'on passe donc avec la commune de Chessy pour Un enfant. il y a un enfant de Chanteloup, hein, bon, vous avez le nom, hein, que je vous invite à regarder pour vous, c'est juste pour compléter le dossier. Un enfant de Chanteloup qui est scolarisé en classe d'intégration scolaire à Chessy. Donc on est obligé et le conseil municipal bien sûr de Chessy a délibéré pour fixer le montant de cette scolarité. C'est ce qui est demandé à toutes les communes dont un enfant intègre ces classes spécialisées. Je crois qu'on en a 2 ou 3 sur la ligne aussi. On a 2 à la ligne, parce que l'autre il est passé au niveau collège, donc il y a 2 sur la ligne. A-t-il des questions? Vous faites combien à la ligne, par exemple, pour les autres? En comparaison, Il faut, on ne se rend pas compte du prix d'à 830 C'est à peu près 700 et quelques par enfant. Alors l'année, c'est pas l'année, ils ont plus de CLIS, donc du coup le rapport est diminué, alors que chez SI, il y a une CLIS et ça nécessite un professeur spécialisé, enfin un enseignant spécialisé et autres. Donc c'est
c'est une petite structure sur les tournesols, alors que l'ANI, il y a plusieurs clisses, donc du coup, le coût est un peu diminué pour laisser aussi le choix des parents d'aller dans cette clisse. Ils ont été acceptés à Chessy, voilà. Parce qu'à Chanteloup, on peut pas. le propose aussi. Voilà, à Chanteloup, on peut pas, parce que ça nécessite un professeur spécialisé. Il faut au moins plus de 5 ou 6 enfants pour faire une clisse. Voilà, donc à Chanteloup, voilà, puis il faut une classe, enfin, les aménagements sont un peu différents quand même. Voilà. C'est 1400 et 4 pour 2 enfants. 400. Oui, C'est bien, bonjour, nous avez pris pour les Américains, pour ça, 835, Non, parce qu'il y a un professeur, mais il y a aussi une assistante de vie scolaire qui vient, qui intervient aussi. Et à savoir que dans ces classes, quand même, un fonctionnement, ils font l'école comme les autres, mais avec des aménagements totalement différents. Donc c'est quand même des classes importantes dans leur fonctionnement. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Je propose que nous passions au vote. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Unanimité. Les points suivants, les 3 points suivants concernent la communauté d'agglomération de Vendée-Gondoire. Et le premier point, avis sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale. Il y a quelque temps, je vous ai envoyé par mail le projet du schéma directeur de coopération intercommunale dans son intégralité. Et là, avec le dossier, on vous a remis quelques feuilles les plus importantes. C'est la loi, c'était ce projet de schéma directeur et découle de 2 lois. La loi MAPTAM de 2014, alors je rappelle ce que c'est la loi MAPTAM, modernisation de l'action publique et affirmation des métropoles. Et la loi NOTRe, qui date d'août 2015, nouvelle organisation territoriale de la République. Ces lois visent à créer des super communautés d'agglomération ou regrouper des communes plus petites pour atteindre des populations de 15 000 habitants. Bon, on a discuté plusieurs fois en conseil de ces dispositions des lois MAPTAM et NOTRe, notamment pour la communauté d'agglomération de Vendée-Gondoire, de défendre sa dérogation. Nous avons voté plusieurs motions là-dessus et on a eu un conseil spécial, le dernier d'ailleurs du mois de septembre, qui était une nouvelle fois consacré à justement l'avenir de notre territoire. Donc le schéma est proposé par le préfet. Les communes ont, alors on l'a reçu vers le 17 octobre en mairie, 17 octobre, oui. Et nous avions 2 mois pour nous prononcer sur ce schéma. Si nous ne prenions pas de décision, il est considéré comme validé par le Conseil. Donc je pense qu'il est important que nous votions, notamment pour reconnaître sur quoi on s'est battu pendant de longs mois, c'est-à-dire la dérogation pour permettre à Vendée-Gondoire de rester comité d'agglomération. En 2014, il y avait au niveau du département une unité politique, toute tendance confondue, qui validait, si vous voulez, l'idée de la dérogation pour Vendée-Gondoire, pour aussi d'ailleurs le Val d'Europe, et enfin pour les 3 communautés, Val-Beaubuet, Marne et Chanterelle et la Brie francilienne. Il y a eu des élections départementales qui sont intervenues au printemps dernier, avec un changement de majorité, un changement de président du conseil départemental. Et je dirais, dans une décision purement politicienne, le nouveau président, Jean-Jacques Barbeau, a décidé de déposer un amendement au niveau de la CRCI, Commission régionale de coopération intercommunale. Parce que d'abord, les départements se prononçaient sur le contenu de ce schéma,
et ensuite la région le valide. Les débats ont eu lieu à la préfecture de région le lundi 19 octobre. Il y avait 5 intercommunalités qui étaient concernées. 3, bon, les élus se sont entendus entre eux, le problème était réglé. Il restait 2 autres, la nôtre, Marne-et-Gondoire, et en même temps qui validait aussi la volonté de Val d'Europe de rester dans ses limites, et les 3 autres communautés que j'ai citées tout à l'heure, Val-Maubuée, Marne-et-Chantraine et la Brie francilienne. Et celle du nord du département, qui est plus compliquée, puisque certaines communes seraient rattachées au Val d'Oise. Donc, dans cette gestuelle politique, il y a un revirement malgré tout de Jean-Jacques Barbeau par rapport à 2014. L'amendement a été mis au vote. Alors, je vous passerai sur ce qui s'est passé. On a été voté 2 fois parce qu'il y a eu des comptabilités un petit peu hasardeuses. Et ça a permis, pendant l'entracte, de faire des pressions sur quelqu'un qui s'était abstenu, ce qui fait qu'au niveau du département, la dérogation ne serait pas passée. Et vu les pressions qu'a subi le malheureux maire d'une commune à côté de Melun, qui s'était abstenu et est revenu sur son vote, a fait qu'au niveau du département, l'amendement de Jean-Jacques Barbeau était voté. Ensuite, il fallait passer. Comment ? Et soumis à la commission. Oui, soumis à la commission régionale. À la commission régionale, les débats ont repris. Et au niveau de la région, la dérogation de Marne-et-Gondoire, en même temps que celle du Val d'Europe, et puis donc la constitution de l'autre intercommunalité avec Val-Maubuée, Marne-et-Chantraine et la Brie francilienne, était adoptée. S'il n'y avait pas eu cet amendement posé, on n'aurait pas eu cette séance au Conseil régional, mais on aurait été obligé de se prononcer sur le schéma directeur, puisque toutes les communes du département doivent normalement se prononcer, et que le préfet arrêtera sa décision définitivement le 31 mars 2016, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2017. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire tout le dossier que je vous avez envoyé par Internet. Bon, ça explique pour tous les territoires, les regroupements de certaines communes, les bouleversements que ça peut entraîner sur d'autres. Ce qui est important de retenir, c'est en allant à la page 21 du dossier, je crois qu'on vous l'a remise ce soir, de constater que pour Marne-et-Gondoire, la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire maintient du périmètre actuel dans le cadre du schéma régional coopération intercommunale. La validation aussi de la fusion dans le même cadre du SRCI, de Marne-et-Chantraine, Marne-la-Vallée, Val-Maubuée, la Brie francilienne, et ensuite le Val d'Europe. Ce qui est important, c'est de retenir cela. Donc tout le combat, et je rappelle un combat qui était mené par les 18 communes, ça c'est important de le dire, il y a toujours eu l'unanimité des 18 communes pour maintenir le territoire de Marne-et-Gondoire dans ses limites actuelles pour la dérogation. C'était assez important à dire. Malgré quelques divergences qu'il peut y avoir parfois autour de la table, mais notamment ces derniers temps, avec les changements politiques, les nouvelles élections qu'il y a eu à Lucie et tout ça, malgré tout, chacun des élus autour de la table du conseil communautaire et dans les conseils municipaux ont compris l'intérêt que nous avions à poursuivre notre projet de territoire, qui quand même a été depuis 2001, que la communauté de communes d'abord a été créée, ensuite la communauté d'agglomération, nous avons mis en place, avec les outils que nous sommes donnés, un schéma de cohérence territoriale, le SCOT, le PPANP, périmètre de protection des espaces naturels et agricoles, un PLH, une mise en place de politiques culturelles, et bientôt, on va le voir après dans un plan prochain, on va travailler sur la mutualisation, l'utilisation des services. Ça rentre dans le projet de territoire aussi. Donc il est important de souligner justement cette unanimité qui va prévalu pour les 18 communes pour justement que Marne-et-Gondoire reste le territoire qu'il a été, qui s'est construit au fil des ans entre 2001 et 2015. Et c'est une chose importante. Ce qui ne veut pas dire
que dans les années à venir, hein, il y aura d'autres échéances électorales en 2017, ce qu'a fait une loi, notre loi peut le défaire. Et dans un premier temps, Marne-et-Gondoire restera une communauté d'agglomération de 18 communes, avec une population actuelle qui est en gros de 95 000 habitants et qui devrait monter à 120 130 000 à terme. Voilà. Donc nous avons à nous prononcer pour notre territoire et aussi donner notre avis sur l'ensemble du schéma de coopération intercommunale. Voilà. Maintenant, je vous ai... Oui, par Je voudrais juste rajouter qu'au bureau communautaire de la semaine dernière, nous avons évoqué ce sujet puisqu'il passe en conseil communautaire de lundi. Les 18 communes ont décidé d'avoir le même point de vue, c'est-à-dire bien sûr un avis favorable sur le périmètre de Marne-et-Gondoire qui ne bouge pas, et prendre acte du schéma de coopération pour le reste. Voilà. Les 18 communes se sont engagées dans ce sens. Il reste un problème qui n'est, je pense à l'heure actuelle, pas encore réglé, c'est celui de Plaine et Mont-de-France. Apparemment, il y a des propositions. Et je sais que le préfet de région, à l'issue de la réunion du 19 octobre, avait proposé une réunion de travail justement à ces communes, et qui était le 29 octobre, mais je ne sais pas ce qu'il y en est sorti. On n'a pas d'infos là-dessus. C'est pas parce qu'il y a un schéma là, qui est proposé. Et oui, mais le schéma valide. Non, mais Le schéma valide en fait l'intégration de certaines communes au Val d'Oise. proposition d'évolution, tu vois. Nous proposons. Là, c'est le SDCI, c'est récent, ça. Donc ce qui est important, c'est que Marne-et-Gondoire reste Marne-et-Gondoire. Mais eux, il faut qu'ils se mettent d'accord parce qu'on a le CRC. Discute et qu'ils se mettent. Je vous écoute. Non, mais je voulais dire que, en fait, c'est une délibération. Enfin, nous, on s'était déjà prononcé Oui. par rapport à... Donc, je veux dire, c'est évidemment, on ne va pas se... Pas se déjuger, bien sûr. Par rapport au fait qui avait été fait initialement. Là, il se rajoute juste Là, le c'est schéma global. l'ensemble du territoire. Là maintenant, on C'est finalise. pas ça. Maintenant, on va faire la finalisation de ce schéma directeur. Pour le vote du Et mois de mars. voilà, pour que le préfet du département entérine ça au 31 Voilà, mars. moi, je veux dire ça qu'évidemment, on avait voté pour, ok, mais on avait quand même exprimé certaines réserves par rapport au fait de rester une petite intercommunalité de 95 000 habitants. La plus petite que nous, hein, le Val d'Europe. Pardon Il y a Oui, il y a plus petit que nous, évidemment. Le Val d'Europe, Non, 29. Non, mais justement, enfin, moi, à mon sens, moi, je soutiens évidemment la démarche, mais en même temps, je dis évidemment que c'est resté petit, ça va peut-être nous porter préjudice dans je sais pas, enfin. Monsieur Tambou, Voilà. quand on regarde quand Oui, même, oui. on est quand même dans les premiers, hein, soyons, à part on Oui. enlève Non, mais Marne-et-Chantraine, Oui. voilà, mais on est à 80. On est la plus grosse, hein. On est la plus On est grosse, la plus grosse. 93 Après, pays de mots, mais si nous on est à terme, on est combien? On est au même niveau, on est au même niveau. On est 130, donc on est à on est 93 quand 000 même actuellement, on est au même niveau que Et Pédemont. pour notre territoire, on est une grosse commune interco. Enfin, non, mais le justement, c'est bien. c'est-à-dire que dans le document qu'on nous avait, dans le projet du préfet, en fait, il distingue la Seine-et-Marne en deux parties. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une Seine-et-Marne qui est assez urbaine, c'est-à-dire nous, ok, et ensuite une Seine-et-Marne qui est assez rurale, où il y a des communes, où il y a des intercommunalités en fait de 15 000, Oui. un minimum de 15 000 habitants. Nous, en fait, Justement, Marne-et-Gondoire, on fait la transition entre l'urbain et le rural. D'accord. Enfin, C'est un mélange des deux. j'ose espérer que dans l'avenir, on va pas, parce qu'il y a quand même la métropole parisienne autour. Bon, après, je ne sais pas si ça ne va pas nous fragiliser, enfin, dans les rapports de force au niveau régional, enfin, je ne sais pas, hein, je ne suis pas assez... Le Grand Paris est déjà défini, déjà arrêté. Pratiquement, il y a, on le sait, c'est le Paris plus le 92, 93, 94. Ça, donc c'est arrêté. Peu de communes. Shell avait un moment. Il a raté la date. Il avait voulu se raccrocher, intégrer dans Paris, mais Il a apparemment, raté la date. le nouveau maire de Shell a loupé la date pour faire Pour le vraiment délibéré. Donc,
Alors aujourd'hui, je ne veux pas faire de politique autour de cette table, parce que c'est pas le lieu, on a toujours travaillé comme ça, mais il est vrai qu'on a senti tout au long de ces débats qu'il y avait des pressions politiques qui s'exerçaient, et notamment le revirement de Jean-Jacques Barbeau, qui en 2014 soutenait notre dérogation, et qui en 2015 revient dessus, avec des arguments qui sont recevables, ce qu'il avait exprimé, mais en fait c'était pas bon, c'était un peu dommage que ce qui avait été mis en place en 2014 soit obligé de passer après à la région pour pouvoir maintenir sur lequel on avait travaillé depuis le début. En politique commune de Seine-et-Marne, c'est vrai que on diminue le nombre d'intercommunalités qu'il y avait avant, puisqu'il y a des regroupements pour permettre d'arriver. Alors la loi avait prévu au départ 20 000, et la loi NOTRe a réduit à 15 000. Donc je sais, c'est dans le dossier complet, il y a le nombre d'intercommunalités qu'il y avait au départ et qui va rester après, qui restera au 31 mars. Mais nous, on fait partie de la loi NOTRe. Nous, la loi NOTRe, oui. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'on se sera penché à de nombreuses reprises sur le sujet. Je pense que ça valait le coup. Ça valait le coup que l'on persévère, que l'on fasse valoir que notre projet de territoire, tel comme nous l'avons toujours défini, et que surtout, moi je retiens l'unanimité des 18 communes. Voilà. Même si on se pose des questions dans les communes, comme vous la posez, qu'est-ce qu'il adviendra. Mais pour le moment, on en est là. On ne se le cache pas, hein, on se dit que 2017, d'autres échéances peuvent modifier. Mais on n'en est pas là encore. D'autres questions, d'autres remarques? Donc je vous propose que nous nous prononcions pour les limites de notre intercommunalité, la limite aux 18 communes, et que nous prenons acte du schéma directeur tel qu'il est proposé par le préfet. On a modifié la délimite. Qui serait contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Je pense que les 18 communes, j'en suis sûr, ne sont pas Non, mais elles sont engagées le lundi, voilà, au bureau. On va le voter lundi. Point suivant, approbation du rapport définitif de la CLEC, Commission locale d'évaluation et des transferts de charges sur la création des services communs relatifs à l'application du droit des sols. Pierrette, je te laisse la parole. Alors, la commission s'est réunie pour le transfert de l'instruction des permis de construire. Donc, selon les communes, tout le monde n'a pas transféré la même chose. Il y avait une convention avec plusieurs points et chacun validé des... Nous, on a juste transféré. On va parler de nous, hein, parce que en fait, on vote notre transfert. Nous, on a juste transféré l'instruction des permis. Or, des permis de construire, on n'en a pas beaucoup dans l'année. Même des fois, si on a un lot, maintenant, c'est un permis. Donc, il s'agissait pour nous juste de quelques heures de Stéphanie Dupillage, qui est à l'urbanisme, et quelques heures qu'elle passait là-dessus qui sont transférées au personnel. C'est pour ça que nous avons un petit transfert de 1 342,47 €. C'est quelques heures qu'elle passe sur l'année pour regarder, elle passait pour regarder les dossiers avant de les transférer à l'année. Alors les chiffres peuvent varier d'une commune à une autre parce que certaines communes transfèrent toutes les opérations d'urbanisme, voilà, notamment les CU et les certificats d'urbanisme et les DT, les déclarations préalables, les DP, les déclarations préalables. Il y en a qui ont tout transféré. Voilà. Nous avons transféré que la partie que nous avions donnée à l'époque à la DDT quand on travaillait en convention avec la DDT qui instruisait exclusivement nos permis de construire. Vous savez, comme la ville de Lagny qui a transféré même son personnel. Elle n'a structuré rien du tout. Voilà. Donc, ce qui va diminuer notre réduction de compensation.
d'autres. Aujourd'hui, on touchait 170 000 € 319. Maintenant, on touchera 168 977. Il faut regarder l'année pleine parce que c'est l'année. Qui dit transfert dit aussi transfert prochain, financier. Il y a la charge du budget de la commune face à la charge de la communauté d'agglomération. Donc, avez-vous des questions? Chaque fois qu'il y a eu un transfert de charge, la CLEC s'est réunie pour les communes, chaque fois on s'est prononcé. Non, Madame le péage depuis toujours des déclarations de travaux, non? Oui. 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 Les CU, certificats d'urbanisme, et les déclarations préalables, c'est toujours Stéphanie du péage qui les instruit, comme par le passé. Nous n'avons transféré que les permis. L'instruction des permis. Qui étaient instruits avant par les services de la DDT. Mais je peux faire une observation que je ne peux que reproduire ce qui se dit habituellement, parce que par rapport au transfert de compétences, là en l'occurrence c'est une forme de transfert de compétences. Ce n'est pas un transfert de compétences. Un transfert c'est une mutualisation. Voilà. C'est une mutualisation. Oui, j'ai bien avec compris. bien sûr un transfert Oui. financier, mais pas de compétences. Oui, non, mais je peux faire le lien C'est à la avec carte. Oui, voilà. Oui, le point suivant. Pour faire le lien avec le point suivant, enfin peut-être que j'en parlerai peut-être après alors. La mutualisation. Oui, c'est un exemple typique de ce que sera la future mutualisation, puisque les communes, je crois qu'il y a combien de communes, 14 communes sur 18 qui ont transféré leur instruction de permis à la NU. Non, mais c'est pour dire, c'est-à-dire que le reproche qu'on entend, qui est souvent évoqué par rapport à l'articulation entre communes et intercommunalité, c'est de dire qu'il y a des transferts ou des transferts de compétences ou donc la mutualisation, mais pour autant, en termes de globalement, c'est-à-dire que la commune, les communes maintiennent malgré tout un niveau de charge qui fait que finalement, globalement, en fait, les charges augmentent. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous comprenez pas. Non, ce que je voulais simplement dire, c'est que on observe que les communes transfèrent un certain nombre de compétences, soit par des compétences imposées, soit par des mutualisations, mais pour autant, les charges de communes ne baissent pas. Voilà, c'est le reproche qui est fait par rapport... Et il est sûr que pour un transfert de charge de ce montant-là, de 1342, on ne verra pas la différence sur le budget de la commune. Évidemment, quand il y a des transferts de beaucoup plus importants, ce qui était par exemple pour l'assainissement, la différence est importante. C'est évident. Là, même pour les autres communes, on regarde l'ANI, bien sûr, vu le nombre de dossiers qu'ils instruisent et tout ça, et les personnes, c'est important, mais il faut regarder Collégien, qui est une commune de la même strate que nous, c'est 3 000 €. Mais je crois qu'eux, ils ont tout transféré, si je ne me trompe pas. Après Damar, sans doute un peu plus, ils transfèrent pour 6 000. Pomponne, ça dépend qu'est-ce qu'elles ont transféré. Voilà. Alors, si vous parlez de Marne-et-Gondoire, je ne sais pas de quel Pas spécifiquement, de façon générale, c'est un discours qu'on entend en fait. Marne-et-Gondoire, aujourd'hui, c'est une interco de projet. On n'a pas, on va maintenant, dans le cadre de la mutualisation, de projet, peut-être ça alléger. c'est ce qui est dit politiquement. Non. Pour moi, quand on dit intercommunalité de projet ou intercommunalité de service, c'est différent. De service, c'est pas du tout pareil. Non, mais moi je pense que c'est des phrases un peu publicitaires, quoi. C'est des panneaux. Non, derrière la publicité, comme vous dites, quand on fait un SCOT, M. Pombou, quand on fait un SCOT, schéma comment ça veut dire, c'est quand on a un projet territoire, on a un projet d'aménagement de notre territoire. Quand on répartit, ou on reçoit des zones urbanisées, quand on veut développer l'activité économique, quand on travaille sur la protection de la nature, c'est quand même un projet de territoire. Mais c'est vrai que ça ne touche pas notre fonctionnement. Vous allez à fonctionnement. l'abri francilienne, par exemple. Vous dites, voilà, vous êtes une intercommunalité de services et pas de projet. Ils ne vont pas comprendre. Non, Là, si, je comprends, mais si vous allez voir une intercommunalité que vous qualifiez de service, ok, ils vont vous dire non, nous en fait on s'inscrit également dans un projet. Je veux dire, toutes les intercommunalités se définissent comme étant
dans une logique de territoire, d'aménagement, donc de projet. Toutes les intercommunalités se définissent comme ça. Voilà, donc Elles devraient se définir comme ça. On veut tendre à aller sur des intercommunalités. Elles devraient se définir comme ça, mais c'est pas Pendant forcément longtemps, le cas. c'était des... moi, ce que j'ai compris, des c'est que compétences, cette expression que vous employez, c'était dans le dossier présenté par le président de Marne-et-Gondoire pour défendre donc la spécificité. Donc j'ai bien compris que cette présentation, ce slogan en quelque sorte, il y avait une particularité. Non, mais c'est une réalité, c'est pas un Et elle est slogan. reconnue par la région. Elle est Je suis reconnue. désolée. On travaille C'est pas un la slogan. seule intercommunalité C'est pas un de la slogan. région a possédé par exemple la PPENP. Oui. C'est-à-dire qu'à travers cet outil de travail, il y a eu le projet de protéger les espaces agricoles, de les C'est pas un slogan, pérenniser. quoi. C'est pas un slogan, c'est une réalité. De protéger les espaces naturels et les sites protégés, la vallée de la Gondoire, la vallée de la Brosse, les étangs de la Loire. Bon, ça, c'est rentré dans le projet. Sauver ce patrimoine sur la communauté d'agglomération. Et il n'y en a pas beaucoup à côté de nous. Le Val-Maubuée, par exemple, prenons-le, il n'y a pas eu des projets comme ça. Bon, ils sont plus anciens que nous, le secteur 2 est plus ancien que le secteur 3, certes, Ouais, mais mais ils ils travaillent plus sur justement mutualisation. les services. Et c'est ce qui faisait que nous, on a voulu défendre notre spécificité à travers cette dérogation. C'est parce qu'il y avait un choix pour le territoire d'avoir un développement, je dirais, équilibré entre l'urbanisation, entre l'arrivée d'activité économique pour avoir un ratio de population qui travaille sur place qui se rapproche le plus de 1, et ensuite protéger nos grands espaces naturels. Il y a eu un projet culturel aussi, on en pense que l'on en veut, mais je crois que dans quelques années on reconnaîtra les mérites de Michel Chartier d'avoir été un visionnaire là-dessus, sur le parc de Rantilly et le château qui est transformé en musée d'art contemporain et qui fonctionne bien. Voilà, bon, là il y avait quand même une volonté politique dans le sens noble du terme des communes, des 9 premières communes d'abord, ensuite on est passé à 13, 15 et maintenant 18, de faire un territoire qui soit proche des gens qui y vivent. Les transports se sont améliorés, ça a été parfois difficile. J'en veux pour exemple le combat que nous avons mené pendant 3 ans pour la ligne 2. Voilà. Bon, il y a quand même dans notre territoire une spécificité que l'on ne retrouve pas partout. Le Val d'Europe a la sienne de spécificité aussi. Eux sont plus basés sur le tourisme. Et ça, bon, évidemment, il y a le parc Disney au milieu. Donc, eux aussi, ils le reconnaissent. Et ils tenaient à défendre leur spécificité par rapport à ça, par rapport à ce qui s'est créé sur le Val-Maubuée. Bon, il y a la Cité des Cartes, mais maintenant elle va être incluse dans le Camp Paris. Alors c'est différent. Il y a eu ce projet, c'est vrai à l'époque, de créer ce pôle universitaire sur le secteur. En dehors de toute l'image politique, et ça c'est très important de le dire surtout. Voilà. Donc là, dans ce transfert de charge, bon, c'est parce que ça va rejoindre le point suivant, parce qu'on parlait de la mutualisation, puisque les 18 communes n'étaient pas d'accord, certaines tenaient à garder l'instruction de leur permis de construire ou de leur droit des sols tout simplement. Bon, ça ne pouvait pas être une prise de compétence de la communauté d'agglomération, donc c'est par convention. On l'a voté dans un conseil précédent. Voilà. D'autres questions là-dessus ou d'autres remarques? Je propose que nous passions au vote. L'approbation du rapport définitif de la CLEC concernant l'application du droit des sols. Qui serait contre? Gaël. 2 contre. Non. Pardon, un contre, excusez-moi, Christian, excusez-moi, oui. Un contre, Gaël Bouvier. Non, mais tout à l'heure c'était bon. Ah, d'accord. Qui s'abstient? C'était bien, voilà, t'inquiète. Qui s'abstient? Qui est pour? Bon, mais les autres membres présents. Merci. Donc, dernier point concernant la Marne-et-Gondoire. Donc, on va parler de la mutualisation maintenant, M. Pambou. Approbation du rapport de mutualisation des services. Alors, c'est vrai que là aussi, c'est la loi. C'est la loi NOTRe d'ailleurs, une nouvelle organisation des territoires de la République, qui, je dirais,
impose maintenant cette mutualisation dans le fonctionnement des comités d'agglomération. Il intègre un schéma de mutualisation à mettre en œuvre pendant la durée du mandat, qui doit être élaboré dans l'année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux. Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou à défaut lors du vote du budget, l'avancement du schéma de mutualisation fait l'objet d'une communication du président de l'EPCI à son organe délibérant. La loi NOTRe du 7 août 2015 est venue préciser un certain nombre d'éléments de ce dispositif, et notamment le calendrier imposé pour 2015, à savoir l'obligation pour les EPCI d'approuver le rapport au plus tard le 31 décembre 2015. Avant cette date, chacun des conseils municipaux des communes membres doit donner son avis sur le rapport. Il y a le point, ça c'est important après ce qui suit, c'est compte tenu du contexte spécifique de Marne-et-Gondoire, plus spécialement de l'annulation et de la réélection du conseil municipal de Bussy-Saint-Georges, le travail de concertation indispensable à l'établissement d'une démarche réfléchie et participative d'utilisation n'a pas pu avoir lieu. Un rapport qui acte la volonté de la communauté d'agglomération d'engager ce dispositif et a constitué la première étape a néanmoins été établi et transmis aux communes en octobre 2015. On l'a reçu un peu plus tard. Et il rappelle le cadre légal des différents modes de mutualisation, la méthode de travail et de gouvernance proposée, un état des lieux des mutualisations, tant verticales qu'horizontales, déjà réalisées sur notre intercommunalité et les pistes de réflexion en cours. J'ajoute à ce point que pour la communauté d'agglomération, le vice-président qui sera élu lundi, mais qui a déjà la délégation chargée justement de mettre en place une mutualisation, c'est Christian Robache, le maire de Montévrain. Donc nous aurons le 8 décembre, je crois que c'est un mardi, une réunion de travail avec Marne-et-Gondoire, donc Christian Robache et la directrice de cabinet de Paul Michel, le président, justement sur les besoins de mutualisation, et ça se fera pareil dans chaque commune. Le dossier que vous avez là, ce rapport, c'est, si vous voulez, le schéma général qui explique l'intérêt de mutualiser. Et, le projet de mutualisation doit avant tout être une démarche de coopération et de solidarité liée à la mise en œuvre des projets de territoire. Vous voyez, ça vient compléter. Là, on rentre un petit peu plus dans une communauté de services. Nous avons été jusqu'à présent la communauté de projets. Et donc, à travers cette mise en place de la mutualisation, on va aussi un petit peu vers la communauté de services. Donc le PCI doit produire un rapport relatif aux mutualisations des services entre les services de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres, qui comporte un projet de schéma de mutualisation à mettre en œuvre pendant la durée du mandat, et qui doit présenter les thèmes à mutualiser et les outils de suivi et d'évaluation du schéma. Ce qui veut dire que chaque commune de Marne-et-Gondoire se prononce sur ce projet de mutualisation, et il sera voté aussi avant le 31 décembre par la communauté d'agglo pour être en conformité avec la loi. Pierre, tu veux peut-être rajouter quelque chose à ce sujet? Oui, c'est que les moyens financiers pour ça se trouvaient dans la loi, dans la modification de la DGF qui est reportée. Donc, il y avait un coefficient de mutualisation qui a été annulé, mais qui a été réintroduit d'une autre façon dans la modification de la DGF, et qui s'est reporté. Vous avez des exemples, là, vous avez vu comment mutualiser, diversité des modes de mutualisation, on voit des groupements de commandes, prestations de services, entente intercommunale ou co-maîtrise d'ouvrage public. Là, on est en plein le cas pour la construction de l'école de musique de Chanteloup, la réalisation du bâtiment et des infrastructures. Bon, on a fait ça par convention. Alors ça, c'est une compétence pour la musique. Ils l'ont mis, là? Oui, mais c'est la co-maîtrise d'ouvrage, Pierre. Ah oui. C'est pour la réalisation de... Après, il y a des prix de matériel, hein. On en a emprunté des tentes, des barrières. Ces derniers jours, là, justement, Marne-et-Gondoire proposait aux communes qu'elle avait besoin des barrières pour le plan Vigipirate. Voilà. Le transfert d'instruction de nos dossiers de permis de construire vers la communauté d'agglomération était déjà, on en parlait sur le point précédent, un exemple de mutualisation des services et des compétences. Il peut y avoir aussi des prêts de personnel, ça s'est déjà passé, la commune de Chanteloup en a bénéficié aussi à la demande.
On a prêté, nous aussi, nos agents pour intervenir sur notre commune, notamment Nathalie Garnotel pour la compta. Bon, voilà. Sans le savoir, on faisait déjà de la mutualisation. Bon, maintenant, la loi fixe un cadre et il faut que les intercos définissent comment on va mutualiser, ce qu'elles vont être mutualisées, comment ça va se faire. Il y avait déjà de commune à commune, vous pouvez le voir, dans les groupements d'achat, je pense pour les feux d'artifice, puisque c'est l'exemple précité. Il y a des communes qui, avant d'entrer dans Marne-et-Gondoire, travaillaient déjà ensemble. Voilà. Pomponne, Lagny, Damar, Torigny. Voilà. Vous avez l'habitude de travailler ensemble. Dans le cas de l'instruction des permis de construire, par exemple, Pomponne ne s'adresse pas à la communauté d'agglomération dans les Gondoires, mais est passé vers Torigny. C'est le service instructeur de la ville de Torigny qui instruira les dossiers de permis de Pomponne. C'est parce que... Non, de Saint-Thibault. Saint-Thibault, je précise. Non, Pomponne, il les a donnés à Gondoire. C'est Saint-Thibault. Saint-Thibault qui donne à Torigny. C'est Damar qui donne, hein? Non, c'est Saint-Thibault, des vignes, qui donne ses permis à instruire Bon, c'est pas vrai. à Torigny. D'accord. Bon, voilà. Bon, ils ne sont pas passés par des Gondoires. Non, ils ont refusé Ouais. la mutualisation du permis. Donc, on va être à la période de réalisation du diagnostic, d'où les rencontres que nous allons faire, que le vice-président qui sera chargé de cette délégation à la mutualisation, Christian Robache, va faire la tournée des popotes, comme on dit vulgairement, et pour évaluer les besoins, et à partir de là sera déterminé le plan de mutualisation. Alors c'est vrai que comme les élections de Bussy ont empêché que tout cela se fasse dans les délais qu'on aurait pu avoir, c'est fait de manière un petit peu précipitée, mais bon, le gouvernement aussi, avec sa loi NOTRe qui date d'août 2015, bouscule un petit peu les choses aussi, il faut le dire honnêtement. Le tout, c'est de voter avant le 31 décembre. Marquer nos Gondoires, c'est le 31 décembre. Pour être en conformité Lundi. avec les termes de la loi. Voilà. Le dossier que vous ai fourni est complet, il explique C'est le même qui sera fourni au conseil communautaire c'est ce qui sera voté, voilà, conseil communautaire. lundi. J'ai en fait deux observations à faire. D'abord, je regrette que la Marne-et-Gondoire s'intéresse justement à cette problématique de mutualisation que maintenant, parce que si vous voulez la mutualisation, on parle assez souvent. Là, j'ai trouvé un document qui date de 2011, un document de 52 pages qui traitait déjà de la mutualisation. Mais on en a fait de la mutualisation. Voilà, non, mais enfin, là c'était très formalisé. Là, je regrette seulement qu'on le fasse en 2015 parce que la loi nous y oblige en fait. Alors qu'on aurait pu bien avant anticiper parce qu'il y a quand même un intérêt à la mutualisation. Alors par rapport à ce document, moi ce que je regrette, parce que je ne m'explique pas, alors il y a une page où c'est marqué pourquoi mutualiser. Alors c'est la 4e page. Pourquoi mutualiser? Donc il y a trois raisons qui sont évoquées, projet de territoire, égalité et ensuite qualité de service. Mais par contre, moi, il y a un objectif qui me paraît essentiel qu'on a oublié, c'est en fait faire des économies d'échelle. Donc c'est l'aspect financier de la mutualisation qui n'est pas en fait évoqué dans ce document. Alors, je me pose la question pourquoi c'est pas évoqué. Parce que pour moi, la mutualisation, pour moi, avant tout, c'est pour faire au-delà de la solidarité à créer, du projet de territoire, et avant tout des raisons économiques qui justifient. D'ailleurs, je pense que... Je pense que quand on aura défini tout ce qui pourrait être mutualisé, quand justement la tournée des communes sera faite, qu'on aura le bilan et quand on fera un choix, après là on pourra voir les économies d'échelle qui pourront être faites à ce moment-là. Pour le moment, là c'est juste, je dirais, on explique pourquoi on veut mutualiser, pourquoi on va le faire. Je pense que s'il n'y avait pas eu la loi NOTRe 2015, on ne se serait pas encore posé directement la question, même s'il y a les références que vous faites en 2011, parce qu'on n'en avait pas jugé la nécessité et que malgré tout, à certains niveaux, ça se pratiquait déjà entre certaines communes, même Chanteloup
on le faisait par le biais des conventions. Oui. Hein. La convention Les de type dumistes. qu'on a passé pour la musique, les dumistes, la convention pour le droit du sol. Bon, c'était déjà un principe de mutualisation. Les prêts de matériel que faisait la communauté d'agglo aux communes, et nous en sommes servis parfois, rentrent dans ce cadre-là. Non, évidemment, enfin, ça, c'est un document de cadrage, ça. Enfin, c'est un cadre général, hein, c'est sûr. Oui, c'est ça. Ça, Voilà. c'est une autre explication. C'est avant tout pour dire qu'on va rentrer dans cette mise en place, cette mutualisation. Et il faut qu'on soit conforme à la loi, on va le faire. Après, on arrêtera au courant en 2016, je pense, parce qu'on ne pourra pas le faire avant la fin 2015. à mon C'est avis. pour 2017. Voilà. Mais ne pas évoquer l'aspect financier parmi les principes directeurs, si vous voulez. Hein. Moi, ça me paraît un peu, quand même, enfin, pour moi, c'est un oubli. Hein, parce qu'en fait, c'est ce qui sous-tend, en fait, ce qu'on peut Bah, mettre en si place. il y a un chapitre en 5, là, en F, conséquences, ce sont les dépenses de C'est fonctionnement. quelle page? C'est évoqué. Ça sera évoqué. Pardon? Sur une page, là, vous avez tous les points Voilà. A, B, C, D, E, F. Comment mutualiser la méthode? C'est la rédaction du rapport. Voilà. Aucun formalisme est imposé, mais il y aura un préambule, le diagnostic, c'est-à-dire ce qui va se faire à partir de la semaine prochaine, les objectifs de mutualisation, les plans d'action sur le mandat, les conséquences pour les agents, Et les conséquences les conséquences sur les dépenses de fonctionnement. D'accord, non, mais évidemment. Ça sera Il est voilà. D'ailleurs, c'est l'une des Là, conséquences. il faut faire l'étape par étape. Ça, un c'est vraiment, diagnostic avant de ce qu'on voilà. a C'est besoin. vraiment simpliste. Quels ça, sont les diagnostic. Non, mais j'ai compris, mais sauf que dans le pourquoi mutualiser, moi, on me dit pourquoi mutualiser, je dis Pour faire certes, moins de il y a la solidarité, mais pourquoi mutualiser, c'est faire des économies. Vous voyez Pour moi, toujours des économies. Pour moi, ça me paraît C'est évident. évident. Vous voyez c'est ça, évident. c'est d'accord. Évidemment, c'est Mais évident. avant Ça tout, va c'est de soi. l'égalité pour l'ensemble de notre communauté. Non, pour moi, Des économies. Non, pour moi, c'est d'abord des économies d'échelle, et ensuite, il y a d'autres notions qui rentrent en ligne de compte, c'est solidarité, etc. Voilà. Mais au Nous départ, n'avons pas une police municipale. Une liste de Les deux, de toute façon, les deux sont liés. Bah oui, sont liés. c'est Les deux sont ça. liés. Il faut pas- Bien sûr, et une rationalisation des moyens. La police de coopération, c'est un bonbon ça. Et armée. Ah, maintenant, oui. Déjà des réflexions sur les entretiens. alors, mais On parle pour tout le monde, pas en Voilà, petit comité. alors, par contre, justement, en mutualisation, voilà, là on parle de matériel, etc., de groupements de commandes, ce genre de choses, mais en termes financiers, justement, de moyens financiers, parce que là, dans ce que j'ai trouvé, moi, je vois évidemment qu'en mutualisation, sur le plan financier, il propose également des dispositifs. Par exemple, je vois mutualisation fiscale, il y a la notion de DGF territorial. Ah, ben ça va être la loi. Il y a Apparemment. une partie maintenant de la DGF qui va être... Non, mais là, a priori, par rapport à ça, cette forme de mutualisation, ça consiste en fait, pour les communes, de déléguer la perception de la DGF à l'intercommunalité, et en fait, c'est l'intercommunalité qui reverse la DGF aux communes membres en fixant par rapport à certaines règles. Voilà. Non, mais c'est une. Non, mais, Ça peut être. non, mais oui, évidemment, je sais pas que c'est pour ça que je le dis. C'est pas prévu dans le projet que vous nous Non, mais présentez. c'est la DGF qui va être modifiée par l'État pour s'adapter à la mutualisation. C'est différent. Mais c'est pas Marne-et-Gondoire ne va pas décider, elle, de ce qu'elle va verser aux communes. C'est l'État qui va lui dire c'est comme ça. C'est la loi des finances. Non, mais j'ai bien compris. Non, j'ai bien compris. Non, parce que c'est pas tout à fait pareil J'ai ce que bien vous compris dites. qu'au niveau de l'attribution de la DGF au niveau de l'intercommunalité, il y a prise en compte d'une notion de mutualisation. Voilà, si vous voulez, la DGF va être en quelque sorte indexée sur le taux de mutualisation, en fait. Voilà, c'est évidemment. Alors ça a été rejeté, ça. Oui. Ça, c'est Oui, fini. c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Ça, c'est fini, ça a été rejeté. L'amicale des maires de France a monté le créneau. D'accord. Dans la loi des finances, ça a été supprimé. Mais c'est remplacé dans la modification de la DGF D'accord. par... Alors, Il y a un autre dispositif. je ne vais pas m'étaler D'accord. sur le truc, c'est compliqué. Mais maintenant, elle va être séparée. Marne-et-Gondoire va en toucher une partie. Oui. Et en fonction du nombre d'habitants, chaque commune recevra... voilà. Ce n'est même pas
au niveau du coût de la mutualisation, c'est au niveau du nombre d'habitants. Non, mais en fait, voilà, si vous voulez... Et la Alors ça, c'est péréquation, pour l'instant, c'est mis en stand-by. C'est Non, mais reporté à... cependant, je 2017. n'ai pas été... oui, parce que ça, c'est le document que j'ai là, je vous l'ai dit, c'est un document qui date de 2011. Donc évidemment, il y a eu des lois qui sont Ah oui, la nouvelle loi, c'est la pas loi du NOTRe, tout, la non. MARTAM, etc. Bon, peut-être les dispositifs Et il y a ont la loi changé. des finances qui vient... Voilà, exactement. Enfin, cependant, je voudrais quand même que, en tant que première vice-présidente aux finances, hein, à Marne-et-Gondoire, voilà, donc pour enrichir en fait le débat, la discussion à Marne-et-Gondoire sur le thème donc, de la mutualisation, je pense qu'il ne faut pas nécessairement limiter cette discussion sur les aspects matériels. La mutualisation, a priori, il y a également une dimension financière, mutualisation fiscale, mutualisation de la DGF. Donc moi, je n'ai pas tous les éléments, mais a priori, c'est quelque chose qui existe et qui s'est déjà apparemment expérimenté, peut-être pas à grande échelle, mais ça s'est expérimenté. Donc je dirais, moi ce que je dis, c'est peut-être pas fermer la porte et peut-être regarder ce que ça recouvre éventuellement, la mutualisation fiscale, la mutualisation DGF. Parce que là, si vous voulez, dans les objectifs de la mutualisation, dans le document de principe, là, enfin, de cadrage, on parle de solidarité. On parle de, voilà, alors, donc, solidarité, moi, Mais monsieur Pandou, excusez-moi, mais ça, c'est un PowerPoint qui est là pour présenter les grandes lignes à tout le monde. Qu'est-ce que la mutualisation vu par la loi? Mais après, il y a un rapport qui va être fait, tout un détail. Et Marne-et-Gondoire mutualisera en fonction de ses finances. Vous parliez d'un coût. Elle ne va pas, non Si vous avez plus, quelques pages plus loin, 2-3 pages plus loin, un état des lieux de la mutualisation verticale qui se pratique actuellement à travers les différents services, les DUMIS, les cadres scolaires, l'encadrement de la danse, qui est évalué à l'heure actuelle, alors qu'il n'y a pas encore de mutualisation telle que la loi le veut qu'on la définisse, qu'elle soit définie, qui s'élève à 586 810 €, qui représente 8% de la masse salariale 2015. Voilà, on a déjà une idée du coût actuel des services, des échanges de services, de cette mutualisation qui existe. Enfin, Certaines ont fait l'objet de transferts de charges. Et après les mutualisations horizontales, Voilà. utilisent Ça, c'est la cette mutualisation, utilisation ça, c'est la mutualisation verticale, celle-là. oui. Oui. Non, Ça, enfin, c'est cependant, je vous invite quand même à réfléchir également sur les aspects financiers de la Non, on fait les que ça. aspects mutualisation fiscale et On fait que DGF. ça, vous inquiétez pas. Non, mais, Quels que soient les projets, quel que soit le niveau où on les décide, que ce soit là, au niveau de la commune, au niveau des communes, au niveau de la coopération, On n'est pas là. on aborde toujours le volet Heureusement que le directeur finance. financier n'est pas là parce qu'il dirait, prenez ça. Oui, les dépenses. Non, mais après, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Sincèrement, c'est ce qui est dit. C'est qu'on observe que la création ou le renforcement de l'intercommunalité ne se traduit pas nécessairement par une baisse, voilà, par une baisse de charge quand on a une vision globale. C'est-à-dire que ce qui se passe, on observe simplement qu'il y a une addition des charges. C'est-à-dire que quand on crée l'objectif, quand on a inventé la notion d'intercommunalité, c'est les lois Chevènement, je crois que c'était, voilà, c'était avec pour objectif de faire baisser le coût de la dépense locale, d'accord? Donc théoriquement, c'était un transfert des compétences, donc de l'autre côté, les charges des communes baissent. Or, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une inflation des charges au niveau de la structure intercommunale, mais également une inflation des charges au niveau des communes. Voilà, et je trouve que, et là, il y a un problème. Il y a un problème. Voilà, parce qu'en fait, je pense que la mutualisation, quand elle sera abordée de manière, je dirais, précise, devrait arriver à économiser. Peut-être pas à l'augmenter davantage, mais à limiter Moi, ce que je voudrais, quand on va mettre en place, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit dans une démarche d'évaluation, ce qui fait que si on se retrouve en fin de mandat, par exemple, d'accord, en 2020, je voudrais qu'on dise, voilà, à Chanteloup-en-Brie, à Chanteloup, voilà, les dépenses de fonctionnement sont de temps. En 2020,
En 2015, les dépenses étaient de temps, mais je voudrais voir, moi, une baisse des dépenses. Mais ça dépend Voyez, ce qu'on aura c'est mutualisé. Oui, c'est Ça dépend ce qu'on aura mutualisé. Ça, mais il y a une rotation peut-être sur certaines choses. Oui, non, mais après, on peut faire un ratio. Non, mais après, on peut faire un ratio. Si par ratio, il y a une baisse, voilà. Mais- Si, évidemment, peut-être en volume, il n'y aura peut-être pas de baisse, parce qu'évidemment, la population augmente. Mais Et les charges. Il faudra distinguer. Oui, mais il faut faire des ratios. Il Il faut faut faire des ratios pour pouvoir comparer. non, mais en plus, ça permet aussi d'offrir aux populations des choses qu'une commune ne peut pas. Et là, il n'y a pas d'échelle d'économie puisque la commune ne l'a pas. Hein. Par exemple, je ne sais pas, moi, la musique, par exemple, on n'aurait pas pu la développer. C'est le projet comme d'excellence, Marie Vendôme c'est ce qui est marqué dans développé. le projet d'égalité pour l'accession aux services publics. Ben oui. C'est l'un des C'est pour points. ça que vous ne voyez pas toujours d'économie, parce que c'est peut-être des choses en plus pour les Qu'on ne populations, pourrait mais pas qu'on ne avoir. fait pas, qu'on ne Nous, pourrait pas mais faire. Non, mais le problème, ça, c'est ce que vous Et je dites. trouve que c'est bien quand même Non, mais pour écoutez, les habitants. le problème qui se pose, c'est que les maires, moi je ne suis pas maire donc je peux le dire, les maires ont tendance toujours à invoquer le service à la population pour justifier l'inflation des dépenses locales. Voilà, c'est... Mais c'est la voilà. réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est une réalité. Après, on l'a vu tout à l'heure, justement, à travers la décision modificative qu'on a prise pour le budget, parce qu'avec l'augmentation, on a l'augmentation de charges de personnel. Pourquoi? Parce que la population augmente, le nombre d'enfants inscrits au centre de loisirs a augmenté. Donc, si on veut respecter les normes des animateurs, Il y a des voilà. normes. Ou alors on ne fait pas de service public, on fait des services Va arriver un moment où la population stagnera, ça a un niveau. À ce moment-là, les charges vont connaître un frein. Il y aura peut-être d'autres dépenses ailleurs qui viendront. Non, mais si vous voulez, en fait, pour moi, j'écoute le discours du pouvoir politique. Ok, le pouvoir politique, par exemple, en réduisant les dotations, ok, c'est en fait parce que on observe que les collectivités ont tendance justement à une tendance inflationniste. Donc, pour pouvoir Collectivité territoriale. pour pouvoir les obliger justement, pour Si, pouvoir c'est obliger. en a 100 moins. C'est le discours que j'entends. Mais Moi, il faut je- bien je- qu'on je- regarde je- ça. je- Les que ce soit de droite C'est ou la de gauche. piscine. Mais monsieur Bambou. Et après, tu sais que moi, je suis sur le Les terrain, entrées évidemment. piscines, Mais, Moi, je mais fais ça les conseils monsieur municipaux. Bambou, Je reconnais qu'il y a monsieur des- Bambou, dans ces cas-là, il y a un moyen très simple. Si vous voulez qu'on fasse des économies, On on ferme ferme les le centre de loisirs. Voilà. Vous allez voir les économies que nous allons faire. Bah C'est oui. extraordinaire. Ah, mais on peut le faire. Demain, on vote, on le ferme, c'est bon. C'est pas Vous le- allez voir le service à l'objet. C'est pas le sujet. Moi, je vais D'accord, prendre un mais, exemple, par exemple, avec pour la piscine. Compétence. La piscine qui est une compétence dans les Gondois, les enfants, les scolaires de chaque commune qui bénéficie de la piscine, les communes ne payent plus ce service. Dans les Gondois, C'est c'est Mar pas des la Gondois piscine. qui le prend en charge. Donc de ce côté-là, on a une diminution des charges, quelque part. Bon, ça s'est pas vu dans le budget parce que c'est un petit chiffre. Sauf que, L'écart. vous devez savoir ça quand même, quand il y a transfert de compétences, il y a transfert de charges. Donc certes, on ne paye plus la piscine, on l'a payée avant, elle s'est trouvée dans le transfert de charges et ma dotation a diminué. Parce que économie certes, de service, mais le transfert du début de la TP, bah, il diminue aussi chaque fois qu'on transfère des dépenses. à la Surtout qu'il n'est jamais communauté. revalorisé, qu'il est jamais Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas d'économie en fait, parce que bah, il y a c'est comme ça. Là, on pourra faire une économie parce que normalement, si on a besoin de balayer les rues avec une balayeuse et un chauffeur, au lieu de l'acheter comme, et ben, l'ANI, Gonche, ils ont ça. Non, l'ANI, je sais pas, dans l'horizon. Oui, Voilà. oui, tout à fait. Voilà, Tout à fait. c'est un peu Ça a existé aussi pour le service de déneigement, De déneigement. de sel. Bon, Ça existe aussi. Alors, quelle est la position alors, voilà, par rapport à ce schéma de mutualisation, ok? Alors, quelle est la technique qui va être le dispositif qui va être mis en place en 2017, par exemple? Est-ce que la mutualisation est prise en charge par donc la mutualisation verticale? Parce qu'actuellement dans ce document, on distingue la Mais mutualisation on ne va pas pouvoir horizontale. vous répondre avant Et- d'avoir fait le diagnostic et les études. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que... Vous serez mis au courant, on sera au courant, on fera en mesure qu'on va avancer. Non, ce que je voulais simplement dire, ce que je voulais simplement poser comme question, est-ce que la mutualisation, le schéma de mutualisation a vocation à développer
une mutualisation verticale ou à aider les communes à mettre en place une mutualisation horizontale, c'est-à-dire conventionnelle. Il y aura peut-être les deux. Les deux ne sont pas incompatibles. Les deux ne sont pas incompatibles puisqu'elles existent déjà. La Voilà, proposition très bien. du schéma et de la méthode. Alors, très bien. Alors, donc, vous êtes précis. Je vais vous poser la question, par rapport à Chanteloup. Dans quel domaine Chanteloup pourrait donc mutualiser, au moins sur le plan horizontal? Voilà, par exemple, alors, lui il parlait du nettoyage, c'est ça? C'est pris une case au bazar. Non, mais c'est important. Mais il faut d'abord faire un diagnostic. Non, mais ce que je voulais dire, On ne peut pas le savoir aujourd'hui. Non, mais ce que je voulais dire, On ne peut pas vous le dire Dans les achats, dans les groupements d'achat, par Voilà, exemple, c'est ça. dans les achats de fourniture, ça peut se faire. Dans un service comme le dit Christian, nous, pour le moment, on a, nous, un marché avec une entreprise, FM Balayage qui fait une fois par mois. Après, pourquoi pas, ça existe déjà. Non, mais justement, il faudra établir le diagnostic. Le diagnostic se fera à partir de ce qui va sortir de chacune des communes. Je veux vous l'entendre dire, je veux que vous me disiez que nous, on a un besoin. Parce que là, si vous voulez, il y a une commission. J'ai bien compris qu'il y a une commission. Il va y avoir un président qui va gérer cette commission. Oui, mais nous, commune de Chanteloup, faisant partie donc de cette commission, d'accord? Quel type de propositions pourrions-nous faire pour alimenter, pour nourrir la discussion organisée par M. Robach? C'est ça la question que je vous pose. De façon on ne peut pas le dire maintenant. Nous, Chanteloup, quand on sera dans la commission, on va dire à M. Robach, ce serait bien qu'on mutualise, par exemple, l'entretien des espaces verts. Par exemple, l'entretien du terrain de football, parce qu'il y a une prestation différente. C'est ça. Et bien, au lieu de payer un contrat, on va négocier. Mais il faut faire un diagnostic. Monsieur Robach va faire un diagnostic avec les communes. Mais j'ai bien compris. Mais moi, ce que je souhaiterais, que nous, on soit... Il n'y a pas que des marchés. Ce que je souhaiterais, c'est que nous, on soit en alignement avec Ça M. marche pas comme Robach. ça. C'est pas un catalogue. Je voudrais... On va pas faire un catalogue. Non, mais je veux dire que nous, on participe. Moi, si je participe à la... Supposons que je participe à la commission. D'accord? Moi, je vais préparer, ce que je vais dire. Je vais faire mes propositions. Voilà. Quelles sont les propositions de Chanteloup dans le cadre de la mutualisation? Ma question, elle est claire. Il va falloir... Mais aujourd'hui, exactement, on n'est pas dans cette... Non, mais ça veut dire que... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Nous, on est là pour... élus de Chanteloup, On va tous arriver avec des... Mais c'est pas du jeu. On est sur une base, mais on n'est pas non plus, je veux dire, par rapport à ça, on va le réfléchir et il y a des choses, on l'a déjà réfléchi. On sait déjà qu'au niveau des espaces verts, on a du matériel qu'on a et on peut demander du matériel, des types tondeuses et autres, ratés qu'on n'a pas, éventuellement qu'on peut se faire prêter par commune. Il y a des choses qui sont en ligne. On parle des terrains tout à l'heure, c'est pas innocent. Il y a des, c'est un ensemble de choses. On l'évalue encore. Par rapport aux besoins du centre, vous êtes adjoint. Vous avez... Moi, je vous ai dit qu'on a besoin. Mais rien n'empêche après demain, si une ville voisine nous demande du matériel, c'est pas... Moi, je peux donner un exemple précis. Un exemple précis qui pourrait rentrer dans la mutualisation, c'est, je pense, les salages hivernaux. Exactement. Et on en parle. C'est ce que je veux vous entendre dire. Non, mais je prends un exemple. Je n'ai pas dit qu'on le mettrait sur la table, mais je donne un exemple. Pourquoi? Ça se fait déjà là, on pourrait trouver les sources d'économie. Ça se fait à Marne-et-Gondomar. Monsieur Pambeau, s'il vous plaît, je vous réponds. Là, on peut trouver des sources d'économie, ce qui veut dire que si ce service il est fait sur tout le territoire de l'intercommunalité par un marché lancé au niveau de la communauté d'agglo, bon, nous, on va gagner... C'est pas, mais elle le fait, Marne-et-Gondomar aujourd'hui. Oui, si on y rentre dedans. Mais nous, on n'est pas je donne un exemple.
si on le faisait, si on acceptait cela, on ferait des économies à partir du moment où on ne mettrait plus d'astreinte hivernale et toutes les charges d'astreinte que l'on paie sur les 3 ou 4 mois, ça diminuerait les charges. Mais de toute façon, il y aura quand même une participation au service. Il faut voir après si la balance, elle est intéressante pour la commune, pour l'agglomération. L'objectif, oui, parce que c'est un groupement de commandes en quelque sorte. Donc en théorie, après, il faut voir comment c'est fait. Après, il faut voir la qualité du service. Parce que pourquoi nous, à Chanteloup, on l'a gardé jusqu'à présent? La première raison, c'est parce qu'il faut que, pour que les bus, quand ils passent à 6 h du matin, les routes soient salées. On ne sait pas, il y a dans la mise en place d'un service intercommunal, il y a des priorités à faire. Comme on le sait très bien que le département a des priorités. Le département, il n'a pas souvent salé. Quand elle salait, c'était à 11 h du matin, mais c'était trop tard parce que nous, on l'avait fait le matin pour que les bus passent. Donc, là, c'est pareil. Donc, sur l'ensemble du territoire, il y a des priorités. Si par exemple, sur la commune de Chanteloup, on vient saler à 9 h du matin, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt parce que les bus ne passeront pas. On est d'accord qu'il y a un exemple. On est d'accord. C'est un exemple clair là-dessus. On est d'accord évidemment qu'il faut mutualiser, mais c'est vrai que ça pose des problèmes techniques, de calendrier. Pas n'importe comment. Il y a aussi du service rendu à la population. Moi, j'entends bien le discours. À un moment donné, au-delà de la mutualisation, il ne faut pas que ça soit au détriment qualitatif. Comment la qualité, évidemment, je sais que c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Donc c'est pour ça il faut faire, je dirais, un diagnostic, j'allais dire un catalogue grâce à un diagnostic. À partir de ce diagnostic, on verra ce qui est faisable, comment c'est faisable, quel est l'intérêt pour l'ensemble des collectivités ou quel est l'inconvénient. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous, en tant que membre de Marne-et-Gondoire, il faut qu'on fasse des propositions par rapport à nous déjà. Après, si c'est agréé par la commission, évidemment. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il faut voir. Mais vous avez raison. Voilà, c'est évident, c'est ce qu'on va faire. Tout ça, on va le lister. C'est le but de la rencontre qu'on aura avec le Christian Robache le 8 décembre. Très bien, mais ce serait bien que nous, élus d'opposition, on ait la liste des propositions de la commune de Chanteloup. Vous l'aurez en son temps, on ne va pas dire que les choses soient ficelées. Non, mais vous travaillez, vous êtes la majorité, vous travaillez, je comprends très bien. Oui, bon, croyez-moi, on travaille. Croyez-nous, nous travaillons. On laisse pas du temps. Je travaille. Je ne parle pas de... Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions sur ce point précis? Je pense que là, on déplaît le terrain pour le moment. C'est vrai que c'est fait de manière un peu précipitée, mais on sait pour les raisons pour lesquelles c'est fait. Mais il faut avancer. Il faut de toute façon, en tant qu'au finance, je suis associée. Ah non, mais justement, vous êtes... Monsieur le maire, vous avez un positionnement. Il n'y a pas de souci. Ça, évidemment. je disais que l'Interco n'est pas que financier, puisque c'est surtout le service rendu à la population. Donc des fois, les coûts ne sont pas en adéquation avec... Voilà. On se comprend, le service rendu à la population, il y a des fois, on aura l'intérêt de le faire et d'autres non. Parce qu'on a les mêmes services au même moment et qui sera priorisé. Je voulais juste dire que je participe aux commissions. Et puis, c'est ça que je veux dire, que je serai au courant. On a quelqu'un s'il n'y a plus de questions ou de remarques, je propose qu'on passe au vote. Donc, qui est contre l'approbation de ce rapport? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Merci. Maintenant, on va se mettre au travail pour ça. Le point suivant, ce sont les communications du maire. Donc, comme d'habitude, vous les avez avec vous. Il y a des déclarations d'aliénés pour diverses parcelles. Une du 21 septembre pour 330 000 €, du 29 septembre pour 325 000 €. Signature de déclaration d'intention d'aliéné au 1er octobre d'une valeur de 327 000 et d'une autre parcelle pour 155 000. Le 6 octobre, signature de déclaration d'intention d'aliéné, valeur du bien 125 000. Et le 20 octobre, signature de déclaration d'intention d'aliéné, partielle YA 360, valeur du bien 149 256. Enfin, le marché d'assistance à la maîtrise d'ouvrage en vue de la révision du PLU, avec le candidat retenu par la commission d'appel d'offres, qui est le cabinet CDHU. Je pense que ceux qui sont à la commission d'urbanisme ont reçu l'invitation à rencontrer ce cabinet qui sera lieu le lundi 30 novembre à 17 h. Voilà. Donc on vous a mis en
complément le rapport d'analyse des zones, telles qu'elles ont été faites par notre assistant maîtrise d'ouvrage, la comité d'agglomération de Marne-et-Gondoire, en la personne de Laurence Maldonado. Nous avons reçu une question orale, vous l'avez eue en même temps que moi, de Christian Jaillet. Donc je vais la lire. Ce courriel a pour objet de porter à l'ordre du jour une question conformément à l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal. Cette question a pour objet la déviation de notre village en cours de travaux et exempte de toute information municipale. Mis à part le besoin d'un rond-point et de son coût, mis à part le délai des travaux et les balbutiements d'exécution au niveau des carrefours, mis à part le délai des travaux qui n'en finissent pas, mis à part du retard d'ouverture de la voie promise pour juin dernier, mis à part les compétences du maître d'ouvrage, pouvez-vous, monsieur le maire, expliquer, entre autres, pourquoi l'avenue de la Jonchère, déjà insuffisante en largeur pour 2 voies, mesure 7 mètres de bordure à bordure, et réalisation prévue pour le détournement des camions vers la zone artisanale, mesure 6,50 mètres. Alors je rappelle que sur cette opération, c'est quand même le département qui est maître d'ouvrage. C'est lui qui détermine les besoins en largeur de voirie. Et je pense que déjà on reproche la vitesse importante sur la ville de la Jonchère avec une largeur de 7 mètres, malgré quelques chicanes qu'on essaie d'aménager. 6,50 mètres sur l'autre partie. S'il avait été beaucoup plus large, je pense que la vitesse serait un problème. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'il a fallu se battre avec le département pour que cette déviation reste, comme elle traverse la ville, à 50. Il voulait la mettre à 70 sur le premier tronçon. Et de la même manière, il a fallu qu'on se batte pour que le merlon anti-bruit, qui sera arboré par la suite, enfin, dans les aménagements que les accotements seront faits, ne soit pas réduit au ras du sol. Alors les délais, si vous avez vu ces jours-ci, il y avait encore des travaux qui étaient faits dessus, c'est parce que le département, quand ils ont fait l'état des lieux, ont regardé qu'il y a des malfaçons. Donc de nouveaux travaux ils ont demandé que certaines choses soient refaites. Et donc ce qui a occasionné encore la fermeture ou la mise en circulation alternée pendant 3 jours, je crois, du giratoire. C'est vrai que ça avait été prévu en juin, mais vous pensiez juin 2015, aujourd'hui ça va être ouvert en juin 2009, parce qu'on travaille sur cette déviation depuis 2005. Alors ça a été long, parce que le giratoire a été déplacé plusieurs fois de place, en raison de la rangée d'arbres qui fait l'allée Fontenelle, qui fait le charme de l'allée Fontenelle, qui était une allée privée. Dans les premiers dessins, à l'époque, certains arbres devaient sauter pour faire une sortie directe de l'EHPAD sur cette déviation. On s'est battu pour que ça soit préservé, le paysage soit préservé et que ça se fasse différemment. Après, je pense qu'il y a des problèmes de financement, il y a eu d'autres choses qui ont retardé la mise en place. La mise en place des travaux, ce qui fait qu'au lieu d'ouvrir en 2009, les travaux ont commencé l'année dernière, et c'est vrai que c'était prévu pour juin, et j'espère que ça sera avant la fin de l'année, mais je ne le crois pas. Je ne le crois pas, pourquoi? Parce que les feux ne sont pas en place, enfin ils sont installés, mais les raccordements EDF sont très longs, et la signalétique n'est pas mise en place totalement. Ça, c'est notre problème. Et voilà. Donc, c'est le département qui a choisi la largeur de voirie. Là-dessus, c'est eux qui sont maîtres d'ouvrage. Donc, disons. D'après moi, ça pose un problème parce que je n'ai pas fouillé, mais j'ai regardé sur Louis Téga, l'argent des varies. Il marque bien dans Wikipédia, là, la largeur des voies est de 3,50 m pour les routes principales neuves en race campagne. Celle-ci peut néanmoins être réduite à 3 mètres en cas de contrainte de site et lorsque le volume de circulation est faible. Donc moi je pense que ça pose un problème. Là tu n'es pas en race campagne, tu es en milieu urbain. Milieu urbain, c'est une voie urbaine. C'est de savoir ce qu'on veut. On a fait une déviation pour que les camions passent. On fait une route qui est moins. Pour alléger le trafic. Ah non. Si, pour les camions aussi, mais c'est allège le trafic. C'est pour alimenter les zones artisanales qui ont été créées. Oui. Entre autres. Voilà. Tu sais très bien que... Il y a un problème et j'aimerais bien qu'on pose la question au département pour savoir sur quelle base, si c'est bien 6,50 m, s'ils sont conformes, etc. Je pense, mais j'aimerais bien avoir une réponse. J'interrogerai si tu veux directement
le département. Moi j'ai regardé, il y avait un bus, un camion qui passait la rue des Terres-Fortes, qui était à 7 mètres. Et ben, je vais vous dire, les accidents, on va les voir, les rétroviseurs, ils vont sauter. Avec les voies de 6 mètres 50, parce que c'est 6 mètres 50 de bordure à bordure. Oui. C'est-à-dire que aucun niveau. De fil d'eau à fil d'eau. Ouais, donc. Alors, t'as une emprise. 50 cm, mais bon. L'emprise est large. D'ailleurs, ça se voit quand on passe. C'est pour ça que ça m'a intrigué. C'est pourquoi c'est ce qui te fait cette impression-là. On dit, elle est en sens unique ou quoi? J'ai en sens unique, on dit tiens, elle est en sens unique. Tu as une emprise qui est très large, qui fait 23 mètres. Pourquoi? Parce que quand les accotements seront aménagés, que tu auras la piste cyclable, que tu auras le truc. Oui, non, mais tu verras, tu n'auras pas, pas la même perspective. Là, tu as une perspective beaucoup plus large. Pour ça, souvent on se trompe. Donc en prenant les mesures, c'est les mesures. Hein. C'est 6,50 m, c'est 6,50 m. Et normalement, les autres, c'est 7 mètres. Attends, oui. Moi, je me souviens. Sur, dans toute la village Auchère, oui, 7 mètres, oui. Ah ouais? Oui, mais à l'époque, c'était rural. Et... Bah oui, enfin, bah, ils n'ont peut-être pas fini leurs travaux, hein. Peut-être qu'il manque 50 cm. À l'époque, c'était faudrait leur poser la question. À l'époque, c'était la Parce que campagne. déjà, ils ont élargi au feu rouge parce que c'était pas assez large pour pouvoir tourner. Ah non, c'était pour les bus, pour la gération des bus. Ouais, mais ils ont fait tout. Et puis ils ont tout cassé pour faire. Oui, bien sûr. Oui, non, mais c'est vrai, tout à fait. Parce que quand on a fait les essais avec les bus, c'est parce que l'aménagement des carrefours avait été mal pensé. Bah oui, hein, c'est pour ça que j'ai posé la question des gens. À la fin, les compétences du maître d'ouvrage et des soucis, quoi, quand même, puisqu'ils ont franchement un carrefour, ils ne savent pas faire encore un carrefour. C'est dommage, quoi. Alors, bon, à l'époque, attends, Christian aussi, il faut prendre tous les éléments aussi. À l'époque, la ligne 2, les lignes 2 n'existaient pas. La ligne 2 des bus. Les bus, ce qui existait, la 42 ou la CN22, ne sont jamais passés par là, au carrefour de feu où tu penses où ils auront fait les trucs. C'est après, quand on a eu la ligne 2, c'est là qu'on s'est dit, il faut voir si les bus passent maintenant. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, c'est vrai que les carrefours, les dispositifs de carrefour n'étaient pas prévus, n'avaient pas été calculés à départ pour un bus, parce que la ligne 2 n'existait pas. La ligne 2, elle vient d'être créée là en 2015. Hein, et le dessin de la voirie, elle date de pas mal d'années. Je ne sais pas si toi qui as travaillé avec les PAMAR, Michel Aubel, ça te dit quelque chose. Mais on avait une vision. Et lui avait travaillé, c'est lui qui a travaillé sur le giratoire, le déplacement du giratoire, sur les déclarations d'utilité publique qu'il allait faire sur certains morceaux de parcelles pour pouvoir justement installer ce giratoire et tout. Sincèrement, giratoire, c'est. Je sais pas ce que tout le monde en pense, mais c'est pas. Quand même, c'est un peu débile, quoi. C'est vraiment un truc énorme, là. Tout ça pour alimenter une petite rue de 6 mètres 50. Les sous que ça a dépensé pour le département, et le département, c'est nous aussi, hein, on paye des impôts là-dessus. C'est de l'argent public. C'est vraiment de l'argent public. Je pense qu'il faut retenir surtout, c'est vrai, qu'on va soulager quand même la traversée de la ville. Parce que, à une époque, les années. Je te rappelle, et tu dois te rappeler que c'était interdit à aussi tonnes la traversée de la commune. Ouais. Bon, maintenant, les livraisons, elles se font plus par des camions de 6 tonnes, c'est des gros monstres qui continuent à traverser la village Auchère. Donc quand ils passeront sur la D231 jusqu'au feu, là, qui sera au carrefour, ou entre Renault et le Clos du Chêne, pour retourner à droite pour aller vers les zones, parce que la signalétique doit les amener par là. Et quand ils arriveront par le bas pour tourner, on aura déjà plus un grand nombre de 35 tonnes qui ne traverseront plus la commune, comme on les a actuellement, qu'on n'avait pas il y a quelques années, si tu te rappelles bien. Donc je pense qu'elle aura son utilité. Hein. Je lève le doigt en disant attention, 6,50 m, il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème. Oui, à l'occasion, je poserai la question. Regardez les plans qu'ils avaient fournis, il y a eu des plans oui. des chemins. Donc regardez déjà sur les plans si... Je regarderai. Je me souviens qu'on en a parlé de ça, de la taille. Ça avait été évoqué, ça me dit quelque chose, la taille de la voie. Parce que entre le moment, dans les années 2005, où on a commencé à travailler sur la déviation, et là, maintenant, le nombre d'équipes de la direction des routes qui ont changé, tout ça, qui ont modifié, je ne sais pas combien de fois le projet et tout, notamment, ce que je disais tout à l'heure, leur volonté de raser le merlon anti-bruit qu'on avait demandé à l'époque, qui avait été accepté à la fois par le département et par l'EPA qui est le maître d'œuvre, et puis le maintien de la vitesse à 50 km/h, les derniers techniciens
de la DDT qui arrivait, la DDE encore à l'époque, ben, elle disait non. Sur une portion, ça sera 70 km/h. Dès qu'on va commencer à arriver à la zone d'activité au feu. Mais non, mais d'accord, mais il a fallu se battre pour les maintenir, les 50, crois-moi. Hein. Le nombre de réunions de travail qu'on a eu où je voyais ressortir à chaque fois, pas de merlon et pas de. Un jour, je me suis barré de la réunion, j'ai dit, bon, si on est comme ça, je reviens plus, ça sert à rien. Et heureusement que l'EPA était avec nous cette fois-ci, cette fois-là. Parce qu'on était tombé sur un technicien de la DDT qui était plutôt borné. Voilà. Mais je promets, je pose la question. Voilà. Bien. Ben, écoutez, je vous remercie de votre attention. Il est 10h40. Je déclare la séance du conseil municipal fermée.